Merci beaucoup Patrick. Je vais donc effectivement compléter ces quelques mots de Patrick Boucheron pour présenter le séminaire d'aujourd'hui, de la prochaine fois, puisqu'il y aura une séance, enfin on y reviendra, il y a une sorte de série, disons, qui est prévue et qui peut en théorie se poursuivre relativement longtemps. Oui, pardon, j'ai oublié. La prochaine, c'est le 6 octobre, et la prochaine encore, c'est le 13 décembre. Donc, il y aura finalement 3 journées d'études qui prennent lieu et place du séminaire de cette année et de l'année prochaine. Excuse-moi. Non, mais je reparlerai un peu de l'organisation générale, mais simplement quelques mots de présentation de ce séminaire qui est donc consacré à la peste, en commençant pour introduire le problème par essayer de regarder la peste avec les yeux des hommes du XIVe siècle, commençant par lire quelques textes et par faire entendre ces descriptions. Et je dis les yeux des hommes du XIVe siècle, mais je pense en particulier à un homme, à deux en fait, puisque l'un dissimule l'autre. Cet homme, Patrick vient de le nommer, c'est Pétrarque, qui est un auteur sur lequel je travaille en ce moment et qui est un témoin privilégié de la peste, qui pourtant, s'il cite souvent la peste dans ses textes et dans sa correspondance, l'a peu décrite. En fait, et j'avais consacré une séance de mon séminaire à cette question, il y a de très nombreuses allusions à la peste dans l'œuvre de François Pétrarque. Je vous rappelle que François Pétrarque naît, ou Francesco Pétrarque, naît en 1304 et meurt en 1374, et qu'au sein d'une œuvre extrêmement polymorphe et abondante, sa correspondance latine d'environ 600 lettres tient une place centrale, et que dans cette correspondance, il y a au moins une vingtaine de lettres dans lesquelles la peste est mentionnée, elle est citée, elle revient très souvent. Et la peste joue chez Pétrarque, par exemple, un rôle clé dans l'évocation de la mort, qui est un des grands thèmes, disons, pétrarchiens, puisque la question du rapport à la mort, de la préparation à la mort, si vous voulez, est récurrent chez Pétrarque. Mais en fait, de prime abord, la peste joue ce rôle de philosophie morale, enfin d'élément de la philosophie morale, et il donne relativement peu de descriptions concrètes, à la différence du deuxième personnage que j'évoquais à l'instant, et qui est Boccace. Boccace, dont on sait, dans le célèbre début du Décaméron, qui est écrit juste après la peste, donc dans les années 1349-1353, Boccace décrit très concrètement les charniers de Florence. Et je vous lis un petit extrait du début du Décaméron de Boccace. C'est par milliers qu'ils tombaient malades chaque jour, et n'étant servis ni assistés en rien, tous mouraient presque sans rémission. Beaucoup d'entre eux, de jour comme de nuit, succombaient sur la voie publique. La terre sainte des cimetières, ne suffisant plus à cette grande multitude de cadavres étalés aux yeux de tous, on creusait dans les cimetières des églises, toutes les tombes étant pleines, de très grandes fosses dans lesquelles on mettait les nouveaux arrivants par centaines. Et là, entassés comme les marchandises qu'on empile dans les navires, ils étaient recouverts d'un peu de terre jusqu'à ce qu'on parvint en haut de la fosse. Bon, il y a quelques autres textes dans cette partie, ces premières pages du Décaméron, puisque je vous rappelle que le Décaméron, c'est cette histoire d'un groupe de jeunes gens florentins qui fuient la ville parce que la ville est envahie par la peste, et qui se confinent, qui se réfugient dans une villa à la campagne, et qui, pour passer le temps en attendant l'épidémie, se racontent des histoires, et le Décaméron, c'est l'ensemble de ces histoires. Et donc le tableau dramatique dressé par Boccace contraste avec les récits de Pétrarque, qui très souvent évoquent la peste comme un événement lointain. Et en fait, il y a une seule lettre que Patrick Boucheron a aussi utilisée cette année dans son séminaire. Il y a une seule lettre de Pétrarque qui décrit de manière beaucoup plus concrète la peste et ses effets, et sur laquelle je propose là aussi de m'arrêter un instant par contrepoint avec ce passage de Boccace. Cette lettre, c'est la lettre familière 16-2, qui est adressée à son frère Gherardo. Le frère de Pétrarque est un moine chartreux. C'est en quelque sorte un
un double. C'est ce qu'il aurait aimé être, mais qu'il n'a jamais voulu finalement se résoudre à être, à savoir un religieux. Et Pétrarque est attiré par la vie religieuse, mais au fond reste toute sa vie cette figure d'écrivain, clair certes, mais dans le siècle et surtout d'auteur de cour, de courtisans à la cour d'Avignon, puis ensuite à la cour des Visconti à Milan ou des Carrare à Padoue. Et donc le frère de Pétrarque ressurgit régulièrement dans sa correspondance comme justement cette figure idéale. Et il se trouve que c'est dans une lettre adressée à son frère qu'il parle de la peste à propos d'un épisode qui est arrivé à son frère. Pétrarque, en fait, écrit cette lettre à la fin de l'année 1352 ou plus probablement au début de l'année 1353. Et il raconte une scène, en fait, qui est en soi une mise en scène littéraire. Il dîne chez l'évêque de Padoue, et puis arrivent deux prieurs chartreux. Et puis quand ces prieurs chartreux apprennent que Pétrarque est le frère de Gherardo, le moine de l'abbaye de Montrieux, il lui raconte une histoire justement sur son frère. Et là, c'est difficile de ne pas l'interpréter à distance comme une sorte de clin d'œil à la tradition du récit et de la novellistique qui est illustrée par Boccace à la même époque. Pétrarque va raconter à nouveau à son propre frère l'histoire que les prieurs ont racontée à son sujet. Et en fait, il s'agit d'une sorte de petit récit d'héroïsme face à la peste, qui, une fois encore, va ériger son frère en modèle de vie. Et je vous en lis un extrait. Quand le fléau qui s'est répandu sur toutes les terres et toutes les mers fut parvenu chez vous, il parle de la chartreuse de Montrieux, et eut envahi le camp dans lequel tu fais ton service pour le Christ, ton prieur, homme au demeurant plein de sainteté et de ferveur, que je connais personnellement, fut terrifié par cette calamité inattendue et vous exhorta à fuir. Mais toi, et d'une façon à la fois toute chrétienne et philosophique, tu lui répondis que ce conseil te paraissait bon, pourvu qu'il y eût quelque part un endroit inaccessible à la mort. Comme il disait néanmoins qu'il fallait partir, tu lui répondis d'une manière encore plus résolue qu'il pouvait s'en aller à un endroit qu'il croirait plus approprié, mais que pour ta part, tu resterais au poste que le Christ t'avait confié. Comme il insistait davantage, et qu'entre autres motifs d'effroi, il évoquait la menace d'être privé de sépulture, tu lui dis que c'était là le dernier de tes soucis, et que le genre de sépulture que tu aurais n'avait pas d'importance pour toi, mais pour ceux qui te survivraient. Il se retira finalement dans la demeure paternelle, et peu de temps après fut atteint par la mort qui l'avait suivi jusque-là, tandis que toi, tu demeurais sain et sauf grâce à la protection de celui qui est la source de vie. Vous avez cette introduction du récit où effectivement le prieur s'enfuit, est rattrapé par la peste. Alors on est entre la tradition narrative de la novellistique, la tradition hagiographique, dans cette vignette qui en même temps dit quelque chose de la réaction de ces gens face à cette maladie qu'ils désignent comme inattendue et surtout comme incompréhensible. Mais la suite est encore plus intéressante sur la vie du monastère saisi par la peste. En peu de jours, la mort emporta les 34 moines qui étaient avec toi, et tu demeuras seul dans le monastère. Ils ajoutaient que, nullement effrayé par la contagion du mal, tu assistais tes frères à l'agonie, recevant leurs dernières paroles et leurs derniers baisers, et lavant leur corps glacé. Souvent en une seule journée, avec une infatigable piété, tu en ensevelissais 3, et même davantage, de tes propres mains, et tu les transportais sur tes épaules, car il n'y avait plus personne pour creuser leurs fosses et pour leur rendre les devoirs qui leur étaient dus. À la fin, tu demeuras seul en compagnie d'un chien. Tu montais la garde chaque nuit, ne donnant à un repos nécessaire qu'une petite partie de la journée, car des brigands, ils sont très nombreux dans la région, attaquaient souvent l'endroit dans le silence de la nuit. Toi, ou plutôt le Christ qui était avec toi, tu les repoussais avec des paroles tantôt douces, tantôt plus mordantes, et ainsi, ils ne pouvaient causer aucun dommage à la sainte maison. Quand fut passé ce terrible été, tu demandas au monastère des serviteurs du Christ du voisinage de t'envoyer quelqu'un pour veiller sur le tien.
Quand tu l'eus obtenu, tu t'en allas à la Grande Chartreuse, où, sans avoir de titre, tu fus reçu en même temps que 83 prieurs étrangers, avec des marques d'honneur extraordinaires et inusitées, avec des marques d'honneur extraordinaires et inusitées par le prieur de l'endroit, un homme dont la ferveur religieuse est sans égale de nos jours. Tu obtins de te faire donner un prieur et des moines que tu pourrais choisir de différents monastères pour restaurer le tien, rendu désert par la mort de tes frères. Et tu revins tout rempli de joie, comme si tu revenais d'un triomphe extraordinaire. C'est ainsi que par tes soins, ta sagesse, ta foi, fut rétabli le monastère de Montrieux. Alors, cette histoire, qui est effectivement une histoire extraordinaire, est bien sûr un texte qu'on peut lire à plusieurs niveaux, avec cette figure de Gherardo, celui qui ne fuit pas, celui qui enterre ses amis, et aussi celui qui redonne vie après le passage de la peste. Et on peut faire le parallèle ici avec Pétrarque et sa correspondance, parce que par l'écriture de sa correspondance, Pétrarque dresse pour certains de ses amis, et par l'écriture du chansonnier pour Laure, une sorte de tombeau littéraire qui ramène la vie après la peste, Pétrarque choisissant non pas la posture du moine à laquelle il a renoncé, mais celle du témoin, en quelque sorte, celle du narrateur. Et j'insiste sur ce point parce que l'idée même de correspondance de Pétrarque, c'est-à-dire l'idée de rassembler ses lettres pour en faire un cycle cohérent, si elle lui a été inspirée, entre autres, par la redécouverte des lettres de Cicéron à Vérone en 1345, est aussi une idée qu'il attribue à cette rupture essentielle qu'est le moment de la peste. Et c'est d'ailleurs après la peste que se situe le récit proposé par la première lettre familière du premier livre, qui ouvre la correspondance telle qu'elle est organisée comme cycle, qui est une sorte de seuil au sens de Genette, et qui s'ouvre par cette phrase « Qu'allons-nous faire maintenant, mon frère ?» Question qui est évidemment fascinante parce qu'elle pose la question de l'ensemble de l'œuvre qui se fabrique à ce moment-là. Et Pétrarque enchaîne « Nous avons tout essayé et nous n'avons trouvé le repos nulle part. Le temps a glissé entre nos doigts. » Et à ce moment-là, dans cette première lettre de son premier livre, Pétrarque écrit « Qu'est-ce qui t'empêche de porter tes regards en arrière, comme le voyageur fatigué d'un long voyage regarde d'une hauteur, et de passer soigneusement en revue le travail de ta jeunesse ?» En fait, ce que Pétrarque dit au début de la correspondance, c'est que le moment de la peste constitue cette rupture essentielle à partir de laquelle il va reprendre l'ensemble de ses écrits épars et les réorganiser en œuvre. La peste est pour lui un point de bascule, un axe temporel autour duquel tout se réorganise et prend un sens nouveau. Tout a commencé par son œuvre, puisque c'est au moment de la peste que se cristallisent les organisations si complexes et si novatrices de la correspondance d'une part, du chansonnier de l'autre, ce qui est strictement contemporain du moment où Boccace pose les jalons du récit littéraire réaliste dans le Décaméron. Donc on le voit, pour ces hommes, la peste est une figure de l'événement radical, de l'historicité, de la discontinuité qui contribue à l'émergence d'une nouvelle pensée de la temporalité. Non pas que ces éléments aient été absents auparavant chez Pétrarque, chez Boccace et dans la société du XIVe siècle, non pas que la société et la crise du XIVe siècle se résument à la peste, mais la peste joue ici un rôle de catalyseur de ce qui précipite au sens chimique, qui fait cristalliser, et après quoi rien ne sera plus pareil. On peut penser que pour ces intellectuels du XIVe siècle, la peste va représenter le pur événement. Si on considère comme la plus grande pureté de l'événement ce qui arrive et qui concerne à la fois chacun dans son intimité et dans son individualité, le fait de se confronter à la mort de soi, et en même temps qui concerne tout le monde, qui concerne
le collectif, dans la perspective la plus sociologique, puisque cette peste qui concerne chacun, elle peut frapper n'importe qui, et c'est ce dont parle Pétrarque d'ailleurs à longueur de correspondance, c'est-à-dire cet événement qui est à la fois effectivement tout à fait individuel et tout à fait collectif. Et Pétrarque et Boccace, pour en finir avec eux, seraient ici comme l'envers et l'endroit, la subjectivation poétique et épistolaire et l'objectivation réaliste et satirique parfois, qui redéfinissent à un moment précis qui est le milieu du XIVe siècle une partie des coordonnées de la littérature européenne. Alors, j'ai choisi la littérature comme entrée pour cette présentation du séminaire, évidemment parce que ce sont des textes qui sont essentiels, que aussi ce sont des textes qui nous sont familiers, et on peut dire que de ce point de vue, la peste est essentielle à l'histoire de la littérature. Inversement, la littérature n'est qu'un détail dans l'histoire de la peste et dans l'histoire des traces qu'elle a laissées. Et il ne faudrait pas ici absorber l'ensemble de la question de la peste dans ces témoignages qui évidemment sont plus saillants que les autres. Et si jamais on veut proposer un contrepoint documentaire, je propose, pour rester à Avignon, toujours en 1348, Avignon puisque c'est le centre de gravité de la vie de Pétrarque à cette époque, le lieu où meurent ses amis et où meurt Laure, je propose d'opposer à ces témoignages poignants, écrits à la première personne, l'épaisseur d'un registre, le registre des suppliques adressées au pape au milieu de l'année 1348. Parce que les années 1340 sont les années où la papauté commence à enregistrer, donc à mettre physiquement en registre l'ensemble des lettres qui lui sont adressées pour faire des demandes, si vous voulez, d'affectation de poste, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire des demandes d'attribution de charges ecclésiastiques. Et donc de toute l'Europe, des clercs écrivent au pape pour dire que telle ou telle charge, tel canonicat, tel prieuré est vacant et qu'ils aimeraient pouvoir en disposer. Et puis la papauté répond avec un certain nombre de lettres qui sont aussi enregistrées. Alors on peut utiliser ces sources très intéressantes, et beaucoup l'ont fait depuis la fin du XIXe siècle, pour construire une histoire sociale des clercs et de l'Église. Mais quand on les dépouille de manière systématique, ce que j'ai fait dans les années 1340, à l'époque où je travaillais à ma thèse, eh bien, on est confronté à une surprise matérielle très concrète lorsqu'on arrive au milieu de l'année 1348, c'est-à-dire que le registre est 3 fois plus gros que les autres pour quelques mois. C'est-à-dire qu'il enfle démesurément par rapport aux autres, ce qui est le signe de la mort massive des clercs dans toute l'Europe, parce qu'au fond, les demandes de remplacement arrivent dans une quantité qui n'a jamais été vue. Et alors, on a comme ça une correspondance incroyable pendant quelques mois. On a même des gens qui écrivent pour remplacer des gens qui ont déjà écrit, mais qui sont morts entre-temps, et qui auraient dû avoir tel canonicat, mais qui en fait ne peuvent pas l'occuper. Donc, il y a une sorte de tsunami documentaire et matériel, où on voit se tisser finalement au long de documents qui sont des documents administratifs, qui n'évoquent jamais la peste comme événement ou comme maladie. Ils disent toujours que les gens sont morts, mais il n'y a pas de récit, c'est des textes qui sont des textes qui correspondent à un formulaire, mais on voit se tisser la vie et la mort, et ça a été, en tout cas dans mon expérience limitée du point de vue documentaire, une des manifestations les plus frappantes de ce qu'a pu être la peste, concrètement, une des manifestations les plus tangibles dans l'épaisseur du parchemin, comme si le document était une sorte de sismographe qui enregistrait la brutale secousse de la peste, même si elle ne la nomme jamais. Et ce grand écart, si vous voulez, entre des documents si voisins dans le temps et l'espace, quelques mois de l'été 1348, la Provence, on peut aller jusqu'à la Toscane et à Florence avec Boccace, des documents si voisins mais si différents dans leur nature, entre ce registre administratif et puis ces textes littéraires dont je viens de parler. Ce grand écart permet d'ouvrir large
le compas de ce séminaire pour tenter justement d'en préciser les enjeux. Patrick l'a rappelé tout à l'heure, nous nous sommes confrontés l'un et l'autre en parallèle toute l'année à ces questions. Je parlais de Pétrarque, et puis surtout, Patrick a consacré l'ensemble de son cours à la question de la peste, ici même, en tout cas métaphoriquement ici même, parce que pour les auditeurs, c'était à distance, entre janvier et avril. Et c'est à partir de ce parallèle que nous avons cherché à construire une réflexion commune et que nous avons invité des collègues à réfléchir avec nous et avec vous autour de ce problème. Et je voudrais maintenant encore prendre quelques minutes pour présenter en notre nom à tous les deux ces enjeux pour les préciser. Alors non seulement pour aujourd'hui, mais pour les séances à venir, puisque effectivement 2 autres séances ressemblant à celle-ci poursuivront la réflexion au mois d'octobre et au mois de décembre, et que cette introduction vaut un peu pour l'ensemble de ces 3 séances, même si on fera des mises au point au fur et à mesure. Alors, préciser les conditions de notre réflexion, c'est évidemment revenir au contexte de la pandémie, ce qui paraît le plus évident, c'est-à-dire qu'on parle de la peste en temps de pandémie. Et comme Patrick l'a rappelé tout à l'heure, en même temps, il s'agit d'un projet qui est antérieur, puisqu'il est né très largement, en tout cas pour nous, au printemps 2019, qu'on en avait même parlé quelques années auparavant, mais que l'idée de faire ce séminaire est née bien avant que se déclare la pandémie. Alors, forcément, ça prend un sens un peu curieux, un peu étrange, hein, après l'expérience que nous venons de traverser au cours des 18 derniers mois, l'expérience de la mort pour certains et certaines d'entre nous, mais plus largement, expérience de la vie contrainte, de la vie confinée et de la lutte contre un ennemi invisible et pas entièrement compréhensible. Donc on a eu le sentiment, comme beaucoup d'autres, d'être rattrapé par l'histoire, par une sorte d'effet d'anachronisme ou d'anticipation. Si on avait choisi ce sujet avant la pandémie, c'est bien en même temps qu'il existe une forme de distance, d'autonomie, sinon de disjonction, entre le registre de la recherche, qui construit ces questions, et l'urgence de l'actualité. Je le rappelle parce qu'on est effectivement parfois tenté, par les temps qui courent, par des rapprochements ou des écrasements temporels qui superposeraient, disons, brutalement, ce qui nous arrive et ce qui a pu arriver par le passé. En même temps, et en préparant cette séance, ça a été encore plus le cas, il est quand même intéressant de s'interroger sur cette convergence, c'est-à-dire sur la raison pour laquelle on peut se retrouver dans ce moment de surprise où on est rattrapé par l'histoire. Les sciences sociales, dont l'histoire, participent à une interrogation sur l'horizon des possibles. Et en réalité, je crois que si nous avions eu l'idée de retravailler sur la peste, et si beaucoup d'entre nous, en tant que chercheurs dans toutes les disciplines, travaillent toujours sur la peste, c'est aussi que la pandémie mondiale était revenue depuis longtemps à l'horizon des possibles, jusqu'à constituer une des formes possibles, disons, de la fin du monde, hein, avec le réchauffement climatique et une concurrente, en tout cas sérieuse, du déclassement de l'apocalypse nucléaire qui avait dominé, disons, les angoisses du milieu du XXe siècle jusqu'aux années 90. Et je pense que notre réflexion et ce choix de travailler sur la peste se nourrissait aussi de ces déplacements successifs des formes possibles de l'apocalypse, qui était très largement enregistré par la fiction, et plus encore par la science-fiction, et qui donnait une actualité nouvelle à un sujet classique, en lui conférant une dimension mondiale et un arrière-plan biologique d'angoisse. Alors, ce faisant, la fiction et la science-fiction
prolongeait une tradition qui, elle aussi, était assez ancienne. Hein. On trouve des rémanences de la peste dans la littérature fictionnelle depuis au moins le 19e siècle. Hein. Mary Shelley, 1826, le dernier homme. Jack London, La peste écarlate en 1912. Plus intéressant encore peut-être pour nous, Robert Silverberg, pour l'Uchronie La porte des mondes, 1967, qui raconte que la peste noire a tué non pas la moitié, mais les 3/4 de la population européenne, et du coup a empêché, a paralysé le développement de l'Europe. C'est chez Silverberg l'Empire ottoman qui est devenu la grande puissance dominante, et l'Empire ottoman se retrouve à affronter les Aztèques, les Incas, le Japon, ce qui au passage d'ailleurs montre à quel point la peste pour Silverberg est un événement européen, c'est-à-dire que dans l'Uchronie de Silverberg, la peste n'a atteint finalement que l'Europe, et c'est si elle l'avait atteinte davantage que le destin du monde en aurait été changé. Et puis ce livre très important dans l'histoire de l'Uchronie et de la science-fiction de Silverberg a été suivi par un certain nombre de livres récents, en particulier dans les années 2000, il y en a beaucoup. On peut citer les Chroniques des années noires de Kim Stanley Robinson et In High Places de Harry Turtledove en 2006, qui sont aussi des uchronies dans lesquelles au fond, le schéma narratif est celui d'une Europe minorée par la peste, parce que plus frappée encore qu'elle ne l'a été, et donc qui modifie l'histoire mondiale. Alors, autant de livres, si vous voulez, qui mêlent donc la peste noire à l'histoire qu'on pourrait dire contrefactuelle, et qui montrent les entrelacs de l'imaginaire et de l'épistémologie, comme si la peste était identifiée d'emblée dans la culture populaire comme un carrefour majeur, et on pourrait ajouter à la peste toute une série de fantasmes épidémiques, dont la modification depuis une vingtaine d'années du modèle du zombie, qui était normalement autrefois une sorte de mort-vivant, mais qui est devenu en fait la personne infectée dans le cadre d'une super dissémination de nature pesteuse ou Ebola, est aujourd'hui l'un des emblèmes les plus courants dans la littérature, disons, de science-fiction et dans le cinéma. Donc, tout ça, sans dire que Patrick Boucheron passe son temps à regarder des films de zombies, tout ça a sans doute concouru, même inconsciemment chez nous, à rendre l'objet peste noire interrogeable à travers toutes ces médiations indirectes, je dirais, ces effets de reflet, jusqu'à ce court-circuit brutal qui allait nous confronter à un événement grandeur nature. Alors bien évidemment, cet événement n'a pas été aussi catastrophique, heureusement, que la peste, mais il a fait signe vers le rapprochement du passé et du présent, et en quelque sorte une revanche de l'histoire sur la fiction. C'est-à-dire qu'il a ajouté une dimension réelle à ce monde tellement virtuel, surtout des historiens et des historiennes du Moyen-Âge, ce monde du comme si, ce monde du il était une fois, et on raconte une histoire, et là d'un seul coup, finalement cette dimension venait rencontrer les interrogations que le cours de Patrick Boucheron avait traversées et sur lesquelles je voudrais revenir, à la fois pour lancer un débat avec lui et puis pour ouvrir la journée. Parce que la peste est en effet le moyen de reposer une série de questions méthodologiques fondamentales au-delà de son analyse positive, de son analyse événementielle, et c'est aussi ce qui nous intéresse. Je voudrais en signaler trois. Tout d'abord, la question de la peste comme question historique. Je dis question historique parce que, il ne faut pas l'oublier, la peste reste une question historique ouverte dans une grande partie de ses dimensions. On le sait, la recherche biologique a récemment bouleversé les connaissances sur l'identité des 3 pandémies. Patrick en a longuement parlé dans son séminaire, et il reste toute une série d'interrogations qui sont sans réponse. Par exemple, celle de l'effet particulièrement violent de la seconde pandémie. Pourquoi finalement a-t-elle été aussi catastrophique par rapport à la première pandémie justinienne et à la 3e pandémie de la fin du XIXe siècle. Autre question ouverte, l'extension géographique de ces effets. On y reviendra quand on parlera de l'Afrique, de la Chine. La question de l'Inde est également une question en suspens. Et puis les effets de la peste eux-mêmes restent largement sujets à discussion.
la résilience de sociétés capables de surmonter la disparition brutale de la moitié de leur population est toujours, par exemple, un sujet de réflexion. On s'interroge également toujours sur les effets souterrains, sinon invisibles, la question de Millard Mice dans le domaine artistique, la question que je posais à l'instant à propos de Pétrarque et de Boccace dans le domaine littéraire, une question que j'avais également esquissée d'une manière beaucoup plus générale et en grande partie indémontrable sur le mode de l'hypothèse lors d'un colloque organisé ici sur la nature par Philippe Descola, qui était la question de savoir si la peste noire n'avait pas aussi profondément contribué le régime du rapport entre société et nature dans l'Europe du XIVe siècle. Donc autant de questions qui sont toujours des questions fondamentales et qui renvoient en retour à une interrogation comparatiste, parce que si jamais on considérait que la peste avait été cet événement si transformateur mais si invisible pour l'Europe, que ce soit dans les représentations artistiques ou littéraires ou dans le rapport à la nature, alors qu'en est-il des autres sociétés qui ont été traversées par la peste et dans quelle mesure elles n'ont pas été transformées de la même façon, ou elles ont été transformées mais on ne le voit pas ou on ne le sait pas. En tout cas là, une fois encore, la question de la mise en abîme ou de la mise en perspective de l'Europe d'autres points de vue historiques est une question essentielle. Et puis enfin, toujours dans l'ordre des questions historiques qui sont posées par Patrick et sur lesquelles je reviens, la question de la périodisation par la pandémie. Périodisation par la pandémie qui est une question latente dans une bonne partie de la bibliographie et qui n'est jamais tout à fait tranchée, sans doute de peur de prendre des positions qui soient des positions trop définitives. Périodisation de deux points de vue. D'une part, du point de vue strictement européen, parce qu'on pourrait être tenté, au fond, de définir le Moyen-Âge, au sens le plus classique, comme ce moment d'entre-deux pestes. C'est-à-dire ce moment qui irait de la peste justinienne et de son extinction, disons, au milieu du 8e siècle, jusqu'à la renaissance de la peste au milieu du 14e siècle, ce qui fait une chronologie qui fonctionne assez bien et qui donnerait une sorte d'unité paradoxale à l'Europe médiévale. Et puis, question plus mondiale ou plus euphrasienne, dirait Patrick, sur la durée de la deuxième pandémie. Une deuxième pandémie qui commence donc brutalement au milieu du XIVe siècle et puis qui s'achève progressivement entre, on dit souvent pour l'Europe, 1720 à Marseille et puis 1830 peut-être en Iran et en Asie centrale. Ce qui poserait la question d'un autre moment chronologique et de l'existence sur 4 siècles d'une société de peste, au sens de Foucault, qui donnerait une autre unité tout aussi paradoxale à cette période qui est souvent décrite d'une manière un peu incertaine comme le moment d'avant la modernité. Et dans quelle mesure, au fond, on ne pourrait pas aussi décrire la modernité ou la contemporanéité qui progressivement va saisir le monde entre 1720 à Marseille et 1830 en Iran, comme cette émergence des décombres d'un monde pesteux. Alors, toutes ces questions historiques vont être au cœur de notre réflexion comme constituant un premier ensemble. Mais un deuxième ensemble s'y surimpose, et je voudrais maintenant en dire un mot, constitué par l'ensemble des questions, non plus strictement historiques, mais historiographiques que pose la peste. Parce que la peste permet de traverser au moins un demi-siècle d'historiographie. Alors je passe ici volontiers sur l'héritage du XIXe siècle, alors qu'il y a des textes fondamentaux sur la peste, bien évidemment, et du premier XXe siècle. Mais enfin, on peut au moins lire à travers la peste une traversée, par exemple, de la démographie historique et de ses moments quantitatifs, mais aussi des rencontres interdisciplinaires, et je pense ici au numéro des Annales de 1970 sur Histoire et Biologie, que Patrick avait utilisé dans un de ses cours, à l'Histoire des mentalités, qui a été particulièrement illustré
par les travaux sur la peste, et puis à une nouvelle histoire des sciences et de la médecine, dont on reparlera tout à l'heure avec Marilyn Nicou, qui a aussi constitué un renouvellement très profond des études médiévales à partir des années 1980-1990 et qui s'est prolongé jusqu'à aujourd'hui. Et puis enfin, dernier moment historiographique, peut-être le plus évident pour nous, puisque c'est celui dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, celui d'une histoire mondialisée, globalisée, connectée, qui se trouve maintenant au cœur de l'interrogation sur l'objet peste. On voit bien d'ailleurs cheminer chez quelqu'un comme Patrick, depuis l'histoire du monde au XVe siècle en 2009, en passant par l'histoire mondiale de la France en 2017, ce souci de conjoindre un récit individuel d'historien à la première personne et une entreprise collective dont ce séminaire est l'une des manifestations. À la première personne, cela revient à s'interroger sur le récit de la peste, sur la manière dont on peut aujourd'hui raconter l'histoire de la peste et dont la peste permet de poser autrement le problème de la narration, le problème de la démonstration, en faisant de la peste à la fois le fil conducteur de l'enquête, mais aussi l'objet de cette enquête. La peste soulève aussi le problème de l'histoire et de ses échelles, d'ailleurs posé dès la première séance du cours, puisque cette première séance est entièrement construite autour d'un cas que Patrick a rappelé et qui avait été mis en avant par Daniel Smile, c'est-à-dire le cas de cette veuve marseillaise en 1348, Aleseta Paola, donc une échelle micro-historique, mais qui s'inscrit d'emblée dans un horizon plus large, l'horizon de ce qu'on peut appeler parfois l'Euphrasie, c'est-à-dire cette unité faite de l'Afrique, au moins de toute la moitié nord de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe, ce qui repose la question des collaborations collectives avec des chercheurs, des chercheuses qui ne travaillent pas sur l'Europe, et cet après-midi, avec Nuket Varlik, François-Xavier Fauvel ou Frédéric Aubringer, on pourra se confronter à ce problème. La peste permet de jouer avec les échelles ou de jouer sur les échelles, mais elle pousse même à s'interroger sur l'articulation pertinente de ces échelles. Ça a été la grande question des années 1990-2000, en particulier dans l'historiographie française et italienne, et elle est ici reprise à nouveau frais parce que la peste rappelle que les échelles ne sont pas simplement des outils au sens éthique, diraient les anthropologues, des outils que les savants viennent surimposer au monde, mais les échelles sont aussi des perceptions émiques, disent les anthropologues, c'est-à-dire des acteurs et des actrices, des perceptions qui sont sans cesse remodelées, et la peste permet de s'interroger sur les échelles perçues par les acteurs et les actrices du XIVe siècle. Qu'est-ce que c'est que le micro? Qu'est-ce que c'est qu'une échelle micro ou une échelle macro pour un homme ou une femme du XIVe siècle? D'où sait-il d'où vient la maladie? À quelle vitesse elle circule? Comment elle se propage? Or, toutes ces questions, finalement, sont passionnantes parce qu'elles montrent que l'intérêt de la peste n'est pas de permettre une sorte d'exotisation, de narration à peu de frais, mettant en relation des mondes lointains, mais plutôt d'éclairer la manière dont l'événement peste rend visible, voire crée une nouvelle échelle dont les contours ne sont d'ailleurs pas entièrement définis et sont encore un sujet d'exploration, puisqu'on le disait tout à l'heure, sur l'Afrique ou l'Asie, beaucoup de travaux sont en cours. Donc en ce sens, la peste renvoie à ces questionnements en les déplaçant et s'intègre dans une historiographie qui non seulement provincialise l'Europe en tant que terrain d'enquête, mais qui s'écrit aujourd'hui depuis différentes parties du monde, à partir de différentes traces, de différents documents, de différentes langues, et dans des contextes universitaires qui sont des contextes extrêmement différents. Et puis, dernier aspect de ces renouvellements proposés par l'objet peste, c'est la peste comme question épistémologique. Et là aussi, on peut remonter dans le temps, au moins jusqu'aux années 1970, avec la collaboration entre les historiens et les médecins, et mesurer l'approfondissement de ces démarches en une cinquantaine d'années. Parce que la peste permet de poser des questions réflexives d'histoire des sciences, par exemple celle de l'anachronisme
de l'usage de la science moderne pour travailler sur le passé. C'est la fameuse réflexion de Bruno Latour à propos de Ramsès II et de la tuberculose, c'est-à-dire comment peut-on mourir d'un bacille qui a été découvert, inventé ou conceptualisé des centaines, voire des milliers d'années plus tard? Quel sens est-ce que la proposition intellectuelle peut avoir? La peste noire pose la même question, qui est celle de l'utilisation des outils intellectuels et techniques des sciences de notre temps pour saisir le passé. Et à ce titre, d'ailleurs, on se rappelle que la question de l'anachronisme, en fait, touche tout autant les sciences humaines que les sciences de la nature, parce qu'elle concerne le regard rétrospectif porté sur le passé à partir du présent. Ce rapprochement entre sciences humaines et sciences de la nature montre qu'au-delà de la collaboration instrumentale entre, par exemple, la biologie moléculaire, la génétique des populations, l'archéologie, l'histoire, on voit que c'est la limite de la frontière entre ce qu'on appellerait l'histoire des humains et l'histoire des non-humains, du rat jusqu'au bacille, qui vacille et qui nous conduit à nous poser plus généralement la question des nouvelles conditions de l'interdisciplinarité et de ce qu'elles impliquent. Alors, de ce qu'elles impliquent méthodologiquement, c'est-à-dire comment fait-on pour additionner des données qui ont été produites par des gens qui pratiquent des sciences apparemment aussi différentes? Comment fait-on pour faire converger des méthodes dans des contextes de production qui sont aussi hétérogènes? Ça n'a rien d'évident. Et puis, derrière cette non-évidence, il y a des implications épistémologiques. Il y a des implications épistémologiques parce que nous vivons très largement, depuis la fin du XIXe siècle, sur l'idée d'une division essentielle, d'une sorte de barrière d'espèce entre les sciences de l'homme et les sciences de la nature, ce qui est au fond le prolongement du grand partage entre nature et culture. C'était une distinction qui était encore très claire au moment des guerres des sciences de la fin du XXe siècle, ou par exemple dans le contexte ici même de l'enseignement du philosophe des sciences Ian Hacking dans les années 2000, qui distinguait clairement les disciplines qui avaient un effet en retour sur le sujet qu'elles étudiaient et qui étaient les sciences de l'homme, et celles qui n'en avaient pas, qui étaient les sciences de la nature. Cependant, ce dualisme, qui a été fortement enraciné dans le sens commun, semble atteindre aujourd'hui ses limites. Et ce ne serait que la conséquence de la prise au sérieux des propositions de Philippe Descola, encore une fois, et du point de vue pratique, ça serait également la traduction de l'émergence d'une multitude de champs d'échanges et de collaboration interdisciplinaire, des sciences du patrimoine jusqu'aux sciences de l'environnement. Il ne s'agit en aucun cas d'une naturalisation des sciences humaines, je crois, et j'irai même plus loin, je pense qu'au contraire, l'enjeu est aussi de sociologiser, d'historiciser les sciences de la nature, sans jamais renoncer à l'idée de science. Et la peste fait partie de ce point de vue des objets à partir desquels il est possible de penser aujourd'hui d'une nouvelle manière ce qu'est la construction de la connaissance scientifique et ce que peuvent être des cadres d'interprétation interdisciplinaires adaptés au XXIe siècle, reposant sur l'idée d'une unité du projet scientifique, si vous voulez, en tant que processus réflexif de connaissance aussi bien de l'homme que de la nature d'une manière indissociable. Et c'est donc cette gamme de questions posées par la peste, questions historiques, questions historiographiques, questions épistémologiques, qu'il nous importait de mettre en avant au début de cette séance, qui sont, à mon avis, les questions fortes qui ressortent de la douzaine de cours que Patrick a enseignés ici, et qui nous servent en quelque sorte de tremplin pour travailler ensemble aujourd'hui, et puis le 6 octobre et probablement le 13 décembre, à partir de ces demi-journées qui étaient en fait au départ conçues comme des séminaires unitaires et successifs, et qui ont été rassemblés deux par deux. Rassemblés deux par deux, il en reste quelque chose dans le programme de la journée, puisque vous verrez que la journée en fait est organisée en deux grandes thématiques. Ce matin, notre attention sera centrée du point de vue documentaire et disciplinaire sur l'histoire et l'histoire de l'art, et sur une échelle qui sera l'échelle de l'Europe occidentale et même plus spécifiquement de l'Italie, qui permettra de poser la question
des archives avec Solal Abelles, de la médecine avec Marilyn Nicou ou de l'art avec Giulia Puma, en cherchant à mesurer les effets de l'épidémie, la visibilité ou l'invisibilité de la maladie, les réactions face à la peste, son inscription dans les documents, mais aussi dans les pratiques sociales. Nous aurons ensuite un temps de discussion générale, une pause, et l'après-midi sera consacré en contrepoint à une histoire décentrée de la peste, ou même pas décentrée, parce que ça rappellerait encore que l'Europe serait le centre, à ce que j'appellerais plutôt une histoire polycentrique de la peste, qui ne considère pas qu'il s'agit d'un événement spécifiquement européen, parce que le discours historiographique a été dominé par l'Europe, mais qui cherche au contraire à pluraliser l'événement de la peste, avec Nuket Varlik sur le monde ottoman, François-Xavier Fauvel sur l'Afrique et Frédéric Aubringer sur la Chine, après quoi nous aurons un autre moment de discussion et d'échange, et puis nous pourrons réfléchir à ce que nous ferons ensemble à l'automne. Donc je m'arrête ici pour la présentation, et puis je laisse tout de suite la parole à Patrick et à Solal Abelles.